Bon, Marie Cantarel, merci de nous recevoir ici. La première question, c'est vous, votre rapport aux animaux, personnellement. C'est une histoire depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une famille où on avait le contact avec les animaux. Parce que j'en vois beaucoup qui n'en ont pas. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, notamment chez les musiciens, des jeunes, des moins jeunes, mais j'ai pas l'habitude. Je sais pas, j'ai pas été habituée aux animaux en fait. Donc c'est une espèce d'inconfort parce que on connaît pas. Non, moi j'ai eu la chance depuis toute petite d'être vraiment dans le bain. Ma grand-mère avait des chiens, des chats, des poules. J'avais même une chèvre quand j'étais petite. Elle s'appelait Margot, je me rappelle. Et j'étais la seule à qui elle donnait pas des coups de corne, donc j'étais très très chanceuse. C'était ma chèvre, j'avais 3-4 ans, je me rappelle. Et donc voilà, donc j'ai cette chance de côtoyer les animaux très tôt, et donc ça a fait partie de ma vie très tôt. Donc je n'ai aucune gêne par rapport à ça, et c'est plutôt pour moi très réconfortant quand il y a des animaux quelque part. C'est très très inspirant, très réconfortant. Ça me ramène à des choses. À l'essentiel, à des choses cocooning, à des choses où on se sent connecté à l'essentiel en fait. Est-ce qu'il y a un animal qui vous a plus suivi, on va dire, que d'autres, que vous avez eu plus longtemps? Alors, oui, bon, alors après, petite, j'ai eu les chiens de la famille, donc c'était des animaux de la famille. Donc c'est pas tout à fait pareil, parce qu'après, il y a une quinzaine d'années, oui, il y a 15 ans maintenant, enfin 16 parce qu'il est parti l'année dernière, Abricot, mon petit chien, j'ai expérimenté ce que c'était que la fusion avec un animal, puisque j'ai rencontré Abricot en 2009, le 13 juin 2009, il est rentré dans ma vie, tout à fait par hasard. En fait, j'étais dans le jardin et on est venu, des gens sont venus et ils m'ont dit il y a 2 petits chiens écrasés là, il y a 2 petits chiens, il y en a un qui est écrasé et l'autre qui bouge pas, qui est sur le corps. Et donc c'était Abricot qui était un petit chiot et qui pleurait sur le corps de son frère ou de sa sœur. Et ce petit chien s'est instantanément attaché à moi. En fait, c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est pas moi qui l'ai nourri. Et malgré cela, il s'est instantanément attaché à moi. Et donc j'ai découvert ce que c'était que, effectivement, je connaissais le rapport confortable, le rapport familier, le rapport familier avec les animaux. Et là, tout d'un coup, il est rentré dans ma vie pendant 15 ans. Ça a été 15 ans de bonheur, ça a été 15 ans de fusion, 15 ans d'accompagnement. Véritablement, il m'accompagnait partout. Dans les radios en direct. Vous voyez, là, s'il était là, il serait couché, là, et on l'entendrait pas. Donc ça a été vraiment un accompagnement et une fusion avec ce petit chien. Vous connaissez d'autres musiciens qui ont comme ça un rapport? Oui, c'est vrai que c'est quand même... j'avais une professeure quand j'étais plus jeune, elle enseignait à Moscou et elle avait un petit caniche comme ça, qui s'appelait Nieta, je me rappelle. Et à l'époque, moi j'avais une quinzaine d'années, elle était quand même assez vieille. Et ce petit chien, pareil qu'Abricot, elle était tout le temps là, pendant les cours. Je me souviens, on travaillait, on se faisait quand même, on se faisait un peu remuer parce que c'était un professeur très exigeant, ce qu'il fallait. Et entre deux indications, elle envoyait la balle à son petit chien, je m'en souviens. Mais il y en a d'autres, qui ont des animaux comme ça. C'est vrai, oui, mais je pense que ça doit avoir un rapport avec le fait qu'on est confronté à beaucoup de stress, évidemment tout le monde, mais c'est pas seulement ça, on est quand même assez exposé dans la musique, on est dans l'art en général, on est assez exposé, on est assez à nu, on va dire. Et donc c'est vrai que l'accompagnement d'un animal, la nature, les animaux, je pense que c'est très nourrissant, très protecteur, très nourrissant. Je crois qu'effectivement, ce rapport de l'artiste à l'animal, l'animal qui ne juge pas par rapport aux humains, et l'artiste est soumis très très souvent à la confrontation avec l'humain, ou avec le spectateur, mais dans un rapport qui est bienveillant ou pas, alors que le rapport peut-être à l'animal, effectivement, pour un artiste, a cette vocation aussi à apaiser avec un être qui lui, pour le coup, ne juge pas. Oui, je le sens pas tout à fait comme ça. C'est pas tellement le fait de pas juger, c'est le fait de reconnecter à l'essentiel. C'est-à-dire, moi je parlerais plutôt de perfection dans mon art, c'est-à-dire la pression. Enfin, après je parle pour moi. Pour moi, c'est plutôt, ça a toujours été une pression qui n'est pas tellement humaine. Ou alors ça serait plutôt dans le social, dans tout ce qui est autour. Mais ça, c'est les organisations, etc. Mais dans mon métier de concertiste, dans les concerts, c'est pas tellement une pression par rapport au regard de l'autre.
Bien sûr qu'il y en a toujours un petit peu, évidemment, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas une histoire de jugement, c'est une histoire de perfection. Quand vous vous confrontez à des compositeurs, à des génies, quand vous vous confrontez à la perfection du son, quand vous essayez de toucher au plus près de l'expression, vous avez une pression qui est au-delà même de l'humain, si vous voulez. Et donc l'animal, lui, il va vous reconnecter avec l'essentiel, c'est-à-dire avec vous-même, avec votre incarnation, avec la vie terrestre, avec la nature, c'est plus, moi je le ressens un peu plus comme ça, plus que, pour moi l'animal il dépasse l'humain, il est bien au-delà de l'humain, mais plus par sa connexion à autre chose que par le jugement ou pas. C'est vraiment, pour moi l'animal il est connecté à autre chose. C'est pas pour rien qu'il y a certains compositeurs qui ont parlé puis même d'autres écrivains, mais bon on parle des compositeurs parce que c'est dans la musique, qui ont parlé de messagers du divin. Moi je me souviens quand mon père est parti, donc il y a un peu plus de 20 ans, il est parti d'un cancer. Pendant toute cette période, j'ai rêvé d'animaux, j'ai rêvé d'oiseaux, et j'avais regardé à l'époque la signification, enfin après on y croit pas, mais c'est vrai que cette connexion avec le divin, cette connexion avec autre chose en fait, que les cerveaux humains, ce que les surhumains peuvent imaginer en fait, donc c'est ça, nous on est dans un modèle, on est dans des codes de société, et c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, il y a quand même autre chose qui nous dépasse. Et je pense que l'animal est un peu ce représentant-là. En tout cas, pour moi, c'est ça. Un intercesseur entre autre chose et soi. Oui. C'est très bien dit et personne ne nous l'avait jamais dit jusqu'à présent. Ah bah. Dans le rapport à l'animal. Ça me fait plaisir. C'est très sincère en tout cas. Oui, mais c'est sûrement parce que c'est une artiste qui devait le dire, parce que effectivement, souvent des artistes, des grands artistes ont eu en présence un animal. Mais moi qui le réduisais peut-être un peu uniquement à l'animal spectateur, c'est peut-être autre chose qu'un animal justement qui crée un lien avec de l'indicible, avec autre chose. C'est ça, l'indicible. C'est ça. Ça, au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Oui. Et c'est cet accompagnement au quotidien justement qui. Moi, combien de fois j'étais plongée dans des partitions qui sont au-delà de la technique, parce qu'on est toujours là, mais enfin quand même, bon, au-delà de la technique, c'est vraiment, comment dire, une envie d'effleurer, de toucher du doigt le génie de. Moi, je pense à Bach, par exemple, c'est lui qui me vient en premier. Et combien de fois j'étais plongée là-dedans, complètement. Et puis j'entendais les petits clics-clics des pâtes d'abricot qui arrivaient et un regard. Et ça y est, j'étais ailleurs en fait. J'étais ailleurs, j'étais dans. Peut-être, justement, quand je dis l'essentiel pour moi, c'est pourquoi on est là, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, qu'on soit croyant ou pas, ce sont des questions qu'on se pose inconsciemment ou pas. Donc, il y en a même qui s'accordent à dire qu'on a plein de comportements qui sont en fonction de ça, c'est-à-dire plein d'angoisses ou de comportements ou des choses qu'on fait dans notre vie qui sont par rapport à ces interrogations existentielles, même si elles sont inconscientes. Et encore une fois, l'animal répond. Mais même quand on regarde des animaux, enfin ça vous arrive aussi, je sais pas, vous avez des soucis, vous allez dans la nature, puis vous entendez le chant d'un oiseau, par exemple. C'est pas une histoire de sortir du regard de l'autre, c'est une histoire de se reconnecter à autre chose, se reconnecter à Dieu, en fait, entre guillemets, qu'on soit croyant ou pas, en fait. Voilà. Très bien. Vous voyez, pour cette question préliminaire, on a déjà été très loin sur le rapport entre l'animal et l'artiste et la musique. On revient sur des choses plus concrètes, mais qui sont très sûrement sous-tendues par ce que l'on vient de dire, le rapport des animaux et de la musique. Des représentations du monde animal, ça arrive tôt dans le monde de la musique, dans l'histoire de la musique. En fait, quand on pense comme ça, basiquement, quand on pense animaux, on va penser à la souris verte quand on est petit, on va penser aux œuvres. Alors moi qui suis musicienne, évidemment, aux grandes œuvres phares, Carnaval des animaux de Saint-Saëns, Pierre et le loup. Mais je pense, après j'ai pas fait non plus des recherches, voilà, mais je pense, sans dire une bêtise, que de tout temps et dans toutes les civilisations, on s'est intéressé aux animaux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'on soit créateur, entre guillemets, et après ça c'est encore un autre débat, est-ce qu'on est créateur ou est-ce qu'on est juste le reflet et qu'on transcende ? Peu importe, mais qu'on soit créateur, c'est-à-dire compositeur, ou qu'on soit artiste, interprète, on se nourrit en permanence de ce qui nous entoure. Donc on se nourrit évidemment de la nature, on se nourrit des animaux, on se nourrit des personnes autour de nous, on se nourrit des émotions. Donc quand on dit émotion, évidemment, on pense à tout ce qui, basiquement, à tout ce qui nous interpelle. Donc je parlais tout à l'heure d'un chant des oiseaux, par exemple. C'est pas pour rien que pratiquement
tous les compositeurs se sont intéressés au chant des oiseaux. Pourquoi ? Parce que c'est beau et que l'artiste, il aime la beauté avant tout. Enfin, la beauté, les critères qu'on appelle la beauté, mais il est interpellé par ce qui l'entoure. Donc, moi, je suis remontée un tout petit peu vers la Renaissance déjà, avec Clément Jeannequin, qui a fait déjà un catalogue des oiseaux à la Renaissance. Donc, on est au 15e, 16e siècle. Donc, déjà là, il y a eu aussi Couperin qui a fait... ça remonte tôt. Mais je pense que bien avant déjà, puisque même la peinture, on sait que en fait, l'humain, depuis la nuit des temps, a toujours essayé soit de reproduire, soit de transcender, soit d'exprimer ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est encore une histoire de l'indicible, d'essayer de se représenter, en fait, ce qu'on ne comprend pas. Donc, le chant des oiseaux, évidemment, ça, c'est très, très largement représenté, très tôt. Il y a eu après, on va jusqu'au XXe siècle, on voit Messiaen qui était carrément ornithologue et qui a été toute sa vie passionné par les oiseaux et qui a essayé de reproduire au mieux en fait. Mais même moi, par exemple dans Vivaldi, quand j'ai dû commencer des années à interpréter les 4 saisons, je passais des heures à écouter les oiseaux pour savoir à peu près comment pouvoir reproduire cette espèce de pureté, ces tris, etc. Donc oui, je pense que très tôt et depuis toujours, on s'intéresse à l'entourage, à ce qui nous entoure, donc la nature, les animaux, l'énergie aussi, parce que cette émotion, il y a ce qu'on entend, par exemple les oiseaux, on les entend, les bruits d'animaux, mais il y a aussi les énergies d'animaux, c'est-à-dire les démarches, c'est-à-dire les comportements aussi qui sont, qui révèlent une énergie qu'on a envie de reproduire. Je pense par exemple au carnaval des animaux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aux poissons qui ne font pas de bruit, mais qui bougent d'une certaine façon. Et l'artiste, lui, il est pas avide, mais il a besoin de reproduire, de transcender toutes ces énergies-là. Donc Saint-Saëns, par exemple, l'aquarium, les fossiles, les poissons, il n'y a pas de son là. Mais voilà, donc c'est tout à la fois en fait. Donc oui, je pense que très tôt, beaucoup de compositeurs se sont intéressés à la nature, parce qu'on trouve aussi les tempêtes, les orages, et puis les animaux. Et en quelque sorte, il y a aussi eu des œuvres qui en quelque sorte étaient dédiées. Alors oui, voilà, il y a comme je vous disais, il y a des œuvres phares. Alors on les connaît pas toutes, parce qu'il y en a une quantité. Mais alors à ce moment, c'est extraordinaire. Le festin de l'araignée, par exemple, de Roussel, quand on regarde, il y en a énormément. Alors évidemment, les œuvres phares, c'est le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, où il y a tous les animaux qui sont représentés, de l'éléphant au lion, au fossile, au poisson. Il y a Pierre et le loup, Prokofiev, qui est extraordinairement bien connu. Avec moi petite, c'est une des premières œuvres que j'ai écoutées, avec le hautbois, la clarinette qui fait le canard. Enfin bon, et on retrouve l'énergie de l'animal, enfin ce qui représente. Donc il y en a quelques-unes comme ça, des œuvres. Messiaen, j'en parlais tout à l'heure avec son catalogue des oiseaux. Il y a le Lac des Cygnes, bien sûr, dans la période romantique de Tchaïkovski. Il y en a plein. Après, il faudrait que il y en a un qui s'appelle, que je connaissais pas, et un opéra qui est pas très très connu, de Janáček, qui est un compositeur tchèque, qui s'appelle La Petite Renarde rusée. C'est extraordinaire. Et là aussi, il a voulu capter en fait l'énergie, la malice, ce que dégage la petite renarde rusée. Donc c'est... Est-ce que vous, dans votre expression, dans votre art, et à des moments, il y a des morceaux particulièrement où vous sentez cette présence et ça se sent dans l'interprétation, avec une manière d'interpréter qui est vraiment très proche de l'animal. Il y a des choses comme ça qui sont... Alors, puisqu'on se connaît, que je pense au fameux Vol du Bourdon que vous avez interprété, et qui effectivement est très, et qu'on avait entendu la dernière fois qu'on vous a rencontré, et est-ce qu'il y a comme ça des œuvres qui au fond, on s'identifie, enfin, où là, on tente d'identifier la musique véritablement profondément à ce qui est... Alors, si on sait que c'est, par exemple, le Vol du Bourdon, on sait que c'est le vol d'un bourdon. Donc, on essaye, évidemment, dans l'interprétation de... Moi, j'écoutais des bourdons, des mouches, j'ai écouté tout ça. Mais évidemment, après, vous voulez dire des œuvres qui ne sont pas dédiées. Vous voulez dire des œuvres... alors, évidemment, dans l'énergie, on retrouve, par exemple, dans la vitesse, par exemple. Dans la vitesse, qu'est-ce que c'est la vitesse pour un violoniste ou pour une violoniste? La vitesse, pour moi, c'est la fougue, c'est la joie de vivre, ça me fait penser au vent, ça me fait penser au courant d'air, ça me fait penser aussi à la vivacité peut-être de certains petits animaux qui sont extrêmement vifs. Mon père me comparait toujours à un écureuil.
c'est vrai qu'il disait que j'avais la vivacité d'un écureuil. Bon, donc après, je n'y pense pas forcément. Par exemple, quand j'interprète une page très virtuose, je vais pas me dire tiens, à quel animal ça me fait penser. Mais c'est vrai que pour moi, tout se recoupe dans les énergies. Et vous parliez des oiseaux, effectivement, qui ont, eux, pour le coup... Voilà, là où j'ai fait un gros travail, moi, personnellement, sur les animaux, c'est dans les 4 saisons, évidemment, de Vivaldi, dont on parle peu, finalement, parce que dans mes recherches, on en parle, mais alors que c'est un trésor. Il y a le coucou, il y a la colombe, il y a le chien qui aboie pendant que le berger dort, il y a les mouches aussi, qui sont collantes avant l'orage et qui annoncent la tempête. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Les mouches, le coucou, les oiseaux, dans le printemps, il y a les oiseaux. Alors après, il y a aussi des scènes de nature, donc il y a l'orage, etc. Mais il y a beaucoup d'oiseaux. Donc dans les 4 saisons, oui, je me suis penchée plus sur les animaux. Quand j'étais plus jeune, j'avais interprété le Carnaval des animaux au piano. C'est vrai aussi, j'aimais beaucoup. L'éléphant, par exemple, c'est extraordinaire. On sent vraiment l'énergie de l'éléphant. Donc, non, dans les œuvres qui ne sont pas dédiées, où on ne sait pas clairement que c'est un animal est représenté, non, je ne vais pas forcément y penser. Le lien avec l'animal, il va être plutôt comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec Abricot plus mystique, c'est-à-dire plus dans la spiritualité, se reconnecter toujours à l'essentiel, toujours, ne jamais se laisser aller à des choses purement sociétales ou humaines, c'est-à-dire il faut que j'arrive ça, non, toujours essayer de se nourrir d'autres choses. Donc l'animal, Abricot en l'occurrence, participe à ça. Oui, et donc on revient un peu à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que l'animal, très bien, là on évoque les animaux, mais l'animal est un intercesseur avec autre chose. Oui. Il représente une spiritualité, mais aussi l'environnement, la nature et autres. C'est aussi ça l'animal, c'est cette connexion avec quelque chose. Oui, avec l'indicible, comme vous le disiez tout à l'heure, oui, avec l'indicible. Pour moi, l'animal, il est beaucoup relié à ça. D'ailleurs, ça peut être un animal domestique qu'on peut approcher, ou pas d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours été fascinée, par exemple, par les animaux sauvages qu'on ne peut pas approcher, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas... Mais voilà, ils sont chacun un petit peu une forme, un reflet de quelque chose, d'un grand mystère. Donc, chaque fois qu'on observe un animal et la nature aussi, parce que moi je ne fais pas tellement la différence entre nature et animaux. C'est vrai que les animaux domestiques ont créé ce lien encore plus proche, comme si quelque part on avait créé ce lien parce qu'on avait besoin d'être plus proche encore que juste observateur dans la nature. Mais chaque fois qu'on pose les yeux sur une fleur ou sur une plante ou sur une forêt ou sur le ciel, bon ben voilà, on est reconnecté à quelque chose. Et l'animal, peut-être encore plus, surtout un animal domestique, c'est vrai. C'est vrai que je repense à mon petit chien parce qu'il m'a tellement aidée, tellement. Il est arrivé dans ma vie à une période où je sortais de maladie, donc j'étais très fatiguée et j'avais du mal justement à me reconnecter avec tout. Et c'est bête, hein, mais le fait qu'un petit chien comme ça, qui arrive dans ma vie par accident, tout petit, je le nourris pas, donc il n'y a pas ce lien purement matériel, et s'attache à moi de cette façon, vous voyez, en fait c'est comme si il était venu vous dire tu vaux quelque chose, il faut que tu continues, il faut que tu t'accroches. Donc ça a été vraiment très très fort dans ma vie, et quand je vois à quel point certaines personnes n'ont pas accès, ne connaissent pas, ne savent pas, et donc n'aiment pas les animaux parce qu'ils ne connaissent pas en fait ce lien. Je me souviens à Abricot, dans les premières années, j'avais une cousine qui est venue, et une cousine, alors voilà, pas d'animaux, l'animal est inférieur aux hommes, mais par mes connaissances en fait, ça l'a dégoûté, elle aimait pas les animaux. Et je me souviens d'Abricot qui l'a regardé. Il avait quelque chose quand même de particulier, hein, ce petit chien, peut-être encore plus particulier parce qu'il m'avait été envoyé. Et il l'a regardé comme ça, et elle bougeait pas, il se rapprochait. Il se disait, ah non, mais je veux pas qu'il s'approche, il me dégoûte. Et il s'approchait. Et finalement, elle a fini par se taire. Je me rappelle comme si c'était hier. Il a posé sa tête sur son genou, et il l'a regardée. Vraiment, et elle était là. Elle le regardait, elle disait plus rien, puis d'un coup, elle a commencé à lui... Mais qu'est-ce que je fais, moi, je suis folle. Et il y a quelque chose quand même derrière, on sent qu'il y a quelque chose. Mon père, par exemple, quand j'étais petite, m'avait raconté, très petite, qu'il avait soigné un rouge-gorge qui était blessé, et que ce rouge-gorge avait été très longtemps à ses côtés, qui voltait autour de la maison, qui venait dans sa main. Un rouge-gorge, c'est sauvage quand même. Enfin, il s'approche des maisons, mais c'est quand même... Bah, écoutez, croyez-moi ou pas, mais à chaque fois que j'ai... des petits coups de mou, on va dire, je vois un rouge-gorge, mais très près de moi. C'est-à-dire, il va être il va se poser par exemple sur la rampe d'escalier, ou il va être sur une branche, ou il va venir sur ma fenêtre.
Et c'est chaque fois, et toute ma vie depuis qu'il est parti, c'est-à-dire ça fait maintenant presque 22 ans. Donc voilà, après, je sais qu'il y en a qui disent « Oh, tout ça, c'est des bêtises ». Oui, mais on peut dire que tout ça, c'est des bêtises. Mais alors, on peut expliquer ce qu'on ne connaît pas? Non. Alors, on laisse la porte ouverte. On laisse la porte ouverte. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu comme la musique classique. Je fais un parallèle, un drôle de parallèle, vous allez me dire, c'est complètement... Mais non, c'est-à-dire, en fait, quand on ne connaît pas, ben, on a du mal à rentrer. Donc, quand on ne connaît pas les animaux, quand on est loin des animaux par éducation, je sais pas, par habitude, parce on a vécu dans un appartement, qu'on n'a pas pu avoir d'animal chez soi, enfin, c'est dommage. Il faut connaître avant de dire non, mais moi, c'est pas pour moi. Il faut savoir ce que c'est, la richesse que c'est dans une vie. Alors après, c'est beaucoup de peine aussi quand ils s'en vont, ça c'est sûr. Mais c'est un peu la vie, en même temps. La question finale. Est-ce que vous avez un animal préféré? Et est-ce qu'il y a un animal vraiment qui vous suit ou que vous aimez et qui, sans parler de s'identifier, sans parler de oui. ça, mais un animal qui pourrait peut-être vous ressembler? Ou qui vous parler d'écureuil? Mon père vous dirait l'écureuil. Depuis toute petite, j'entends tu as le regard de l'écureuil, tu as la vivacité de l'écureuil. Alors moi, j'aime pas tellement les rongeurs parce que ça me stressait un petit peu. Mais c'est vrai que les écureuils, c'est mignon quand même. Quand j'étais à Londres pour des concerts, ils couraient autour du tronc. C'est vrai que la vivacité de l'écureuil, apparemment... En fait, si... Je m'y suis un peu identifiée parce que mon père m'a répété ça jusqu'à mes 15 ans, quoi. C'est vieux, 15 ans, quand même, pour se faire traiter d'écureuil. Hein. Et encore, même, mon mari me dit souvent mon petit écureuil, parce qu'il paraît que j'ai un regard qui ressemble... Mais il sait que mon père m'appelait comme ça aussi. Mais voilà, souvent, on me compare à un écureuil. Bon, je sais pas si c'est très glamour, mais en tout cas, je préférais qu'on me compare à une biche, vous voyez, féminine, de manière féminine. Mais non, j'ai pas d'animal préféré. Bon... C'est vrai qu'Abricot, ce petit chien, voilà, il a joué un rôle tellement crucial dans ma vie que... Mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que je... Si, j'ai une affinité avec les chiens, avec les chats. Non, en fait, j'aime tous les animaux. De moment que... Peut-être les insectes, pas trop, mais... Disons que j'ai un peu moins d'affinité qu'une araignée, si vous voulez. Quoique je suis fascinée, souvent. Je suis fascinée par... En fait, en tant qu'artiste, en tant que... Je pense quand même que l'art décuple la fascination pour tout ce qui est, encore une fois, mystérieux. Et donc, c'est vrai que j'ai une fascination quand même pour tous les animaux. Quand vous fixez un crocodile, bon après c'est sur les reportages parce que de près, une fois quand j'étais petite, j'étais allée, mais les yeux fixes comme ça, ou un félin, ou bon, vous pouvez pas ne pas être interpellé, ne pas être fasciné. Donc pour répondre à votre question, animal totem, je sais pas. J'ai une histoire particulière avec l'écureuil et le rouge-gorge, et avec Abricot, mon petit chien. Voilà. Mais après, j'aime tous les animaux.